Bonjour à vous, mon nom est Jean-François Sénéchal, chargé d'enseignement à la faculté de philosophie. Alors, on m'a demandé de vous préparer ce petit prédit, donc cette petite présentation pour tenter de démontrer les liens entre l'éthique et le droit. Donc, parce que vous le comprendrez, le droit recouvre un champ important du savoir, mais il y a des recoupements entre le champ du droit et de l'éthique, et c'est ce que nous allons aborder dans ce prédit. D'abord, quelques notions de vocabulaire. Vous reconnaîtrez des termes que vous utilisez souvent dans votre vocabulaire usuel. Morale, éthique, déontologie et droit. On va tenter de cerner chacun de ces termes, d'essayer de voir. Il y a évidemment des recoupements, une synonymie, mais on va voir des distinctions importantes entre chacun de ces termes. Commençons par les deux premiers, morale et éthique. Ricard nous rappelle que l'étymologie, lorsqu'on revoit l'histoire de chacun de ces termes, ça nous apprend que c'est des synonymes. Hein. Il y en a un qui vient du latin, donc moralitas, et l'autre vient du grec, ethos, mais essentiellement, à l'origine, ces deux ont à peu près le même sens, c'est-à-dire les habitudes d'une société, d'un individu, relativement à des comportements qu'on jugera, qu'on associera au bien et au mal. Donc, au fur et à mesure que l'histoire avance, au fur et à mesure que la personnalité se construit, il y a une ethos, un ethos qui se dessine, qui se crée. Les latins parlaient de moralitas, mais c'est l'idée, une habitude morale par rapport au jugement qu'on peut faire par rapport au bien et au mal. Remarque, au Québec, il y a évidemment une connotation religieuse associée au premier, moral, alors que le deuxième, là, il a un sens beaucoup plus libéral, respectueux des droits et libertés, des différences. Donc, le terme éthique, aujourd'hui, est beaucoup plus utilisé socialement que le terme moral, notamment à cause de l'histoire particulière du Québec et l'histoire religieuse du Québec. Même si les deux termes se ressemblent essentiellement, on l'a vu historiquement, il y a quand même des distinctions qu'on peut faire aujourd'hui, des sens qu'on a fini par ajouter à chacun de ces termes. Le premier est moral, du latin donc moralitas. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'ensemble des règles et principes d'action qui commandent des conduites, et des conduites au nom de quoi? Au nom de grandes valeurs fondamentales. Ici, nos grandes sociétés s'appuient essentiellement sur le respect de la dignité humaine. La définition de cette dignité humaine, notre compréhension de ce qu'elle est, dépasse, me semble-t-il, le langage, le droit. Ce terme et cette limite que nous nous sommes collectivement imposés, qu'on nomme ici le respect de la dignité humaine. Les règles morales maintenant, les règles seront, encore une fois, nos habitudes relativement au jugement du bien et du mal. Des jugements qui se sont cumulés au fur et à mesure que l'histoire se construit. Elles sont, ces règles, justifiées par une représentation de l'être humain en général, donc la dignité humaine, qu'est-ce qu'un humain, etc. Et ces règles restent acquises et apprises, mais, rappelons-le, elles sont historiquement et culturellement intégrées par vous, hein, les agents, consciemment ou non, elles sont là, elles semblent faire partie de notre nature, et si je le mets entre guillemets, si bien qu'elles finissent par s'imposer à nous, à un groupe social. Donc, essayer de contester devant des pairs la dignité humaine, essayer de démontrer que l'humain n'a pas de sens ou de valeur pour vous, vous allez voir que rapidement, vous risquez d'être contesté, sinon jugé moralement. Et par extension, donc, ces règles sont comprises, sont promues comme étant universelles. L'exemple, je dirais, classique de contestation ou plutôt de cette défense de la dignité humaine contre l'arbitraire du droit, est l'histoire d'Antigone, donc d'Antigone de Sophocle. On se rappellera d'Antigone qui revendique contre l'État de l'époque le droit à la sépulture de son frère Polynice, qui avait tenté, fratricide, régicide, avait tenté de tuer le roi, qui était son propre frère, et donc le droit, l'État à l'époque, avait tenté
d'empêcher, de nuire à la sépulture de son frère, et Antigone va se révolter contre l'État en prétendant que l'État a ses droits, l'État a ses règles, mais il y a des droits, des règles qui sont inébranlables, des dieux qui dépassent toute forme de droit. Et cette première défense est cette défense de la dignité humaine. Éthique maintenant. On a vu que les deux avaient à peu près le même sens lorsqu'on retourne à l'origine, mais tranquillement, progressivement, un sens a été ajouté au terme éthique. Aujourd'hui, on parlera d'éthique lorsqu'on parle davantage de ce qui précède et de ce qui suit la morale. Donc, les règles morales qu'on a vues, donc ce qui précède la réflexion sur ces règles, la réflexion sur les fondements sur lesquels s'appuient ces règles, et enfin l'aval, c'est-à-dire ce qui suit la morale, comment appliquer ces règles, quels sont les défis propres à l'application de cette règle, quoi faire lorsque ces règles sont en conflit, etc. Rappelons la structure de cette présentation, hein. On tente de voir les rapports entre droit et éthique. Nous avons vu certains termes, notamment les termes moral et éthique, qui au départ avaient le même sens, et on a vu quelques distinctions apportées entre la morale et l'éthique, donc des termes qui, oui, avaient le même sens, mais qui se sont distingués au fur et à mesure que l'histoire a avancé. Maintenant, une distinction essentielle en éthique, deux mouvements, deux façons de concevoir l'éthique, deux façons de concevoir un jugement par rapport au bien et au mal. C'est les mouvements que nous allons nommer ici le conséquentialisme et le déontologisme. On va le voir, les codes de déontologie, les règles, le droit s'inscrivent davantage dans un courant déontologique, et nous allons voir aussi un courant qui s'oppose essentiellement au déontologisme, le conséquentialisme. Le conséquentialisme, donc, regroupe l'ensemble des théories morales qui soutiennent que ce sont les conséquences d'une action donnée qui doivent constituer la base de tout jugement moral. D'un point de vue conséquentialiste, une action est-elle bonne ou mauvaise? Conséquentialisme vous répondra qu'une action est bonne lorsque les conséquences sont bonnes. Le plus grand bien pour le plus grand nombre. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Elle encapsule bien un système de pensée développé par notamment Jeremy Bentham, John Stuart Mill. L'idée, c'est qu'une action est moralement bonne si les conséquences sont bonnes, si les conséquences positives sont supérieures aux conséquences qui, elles, seront négatives. On retrouve plusieurs exemples dans la culture populaire de cette pensée pragmatique et utilitariste, c'est-à-dire une pensée qui fait le calcul des conséquences. J'ai ici un exemple tiré du droit ou d'une certaine façon caricaturale d'encapsuler à quoi peut ressembler un avocat. Ici, on a un avocat, je dirais un avocat véreux, qui ne fait que le calcul des conséquences. Et si les conséquences sont positives, alors il est le meilleur avocat au monde, et si les conséquences sont négatives, il serait le pire avocat au monde. Et si vous connaissez bien ce personnage, vous avez vu qu'il s'en sort plutôt bien en termes de conséquences. Vous l'aurez compris, impossible de faire la recension de toutes les parties prenantes, donc ce qui était une des premières grandes limites du conséquentialisme. Qui sont les parties prenantes et quel type de conséquences il y aura sur chacune des parties prenantes, la liste des personnes
concernés, des acteurs concernés peut rapidement s'allonger. Impossible de dresser la somme, la liste exhaustive de toutes les conséquences. Les conséquences sont nombreuses. Lorsqu'on multiplie l'ensemble de ces conséquences par le nombre d'acteurs possibles, on se retrouve avec une liste qui peut être imposante et c'est une des limites principales du conséquentialisme. Ce type de calcul complexifie une généralisation du jugement, l'universalisation de ce jugement, si bien qu'on se retrouve avec un mode de raisonnement qui est bon, mais à la pièce, contextuel, difficile de faire des grandes règles d'action à partir de ce simple calcul conséquentialisme. On sombrera donc dans une sorte de casuistique, c'est-à-dire que chaque cas est indépendant l'un de l'autre, chaque cas doit être pris à la pièce. Contextualisme, ce qui veut dire que tout dépend du contexte, les lois, les règles, il n'y en a pas qui sont totalement applicables, tout dépend du contexte. Et ultimement, on tombe dans un relativisme, c'est-à-dire que tout dépend du contexte, tout dépend d'un cas particulier, des circonstances, etc. Le deuxième courant, le déontologisme, s'oppose directement au conséquentialisme que nous avons vu, c'est-à-dire qu'il ne tient plus compte des conséquences, ne tient plus compte du cas concret, la casuistique, ne tient plus compte des circonstances, du contexte, et tente plutôt de proposer des règles d'action qui, elles, seraient toujours universelles, qui seraient généralisables, qui ne s'appuieraient que sur la raison. Le déontologisme affirme donc que chaque action humaine doit être jugée selon sa conformité ou sa non-conformité à certains devoirs. Le déontologisme et la déontologie, éventuellement, comportent cette forme de circularité, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je dois faire parce que je dois les faire, il y a des gestes que je dois poser parce que je dois les poser. Donc, peu importe les conséquences, c'est mon devoir, c'est mes obligations, ce sont mes obligations. Donc, cette idée de ce langage qui est propre aux devoirs et obligations découle de ce courant de pensée qu'est le déontologisme. On retrouvera ici une illustration de ce type de courant qui est le déontologisme, mais ici incarné par un autre type d'avocat qui, lui, ne fait plus le calcul des conséquences, mais qui s'appuie plutôt sur son sens du devoir. J'ai donc des devoirs et obligations, et je dois remplir ces devoirs et obligations, honorer ces devoirs et obligations, et là ici on ajoutera peu importe les conséquences. Le déontologisme, comme le conséquentialisme, a également de limites importantes. La première d'entre elles est qu'elle néglige l'importance des conséquences, du contexte, des circonstances. Les conséquences peuvent être parfois importantes, le contexte est tout particulier, les circonstances particulières peuvent également donner naissance à telle ou telle action, et une pensée pure en déontologie ne tiendra pas compte ni de ce contexte, ni des circonstances, ni des conséquences qui peuvent découler d'une action. Une autre limite du déontologisme est son impuissance devant des conflits de normes. Quoi faire, en effet, devant des devoirs et obligations qui semblent s'opposer et qui ont pourtant la même force? Plus fondamentalement, on reproche au courant déontologique son incapacité à saisir le concret, saisir le particulier, de l'humain concret, de son incapacité à justement tenir compte des conséquences, du contexte et des circonstances qui peuvent parfois être très importantes. La déontologie professionnelle s'inscrit tout à fait dans ce courant, c'est-à-dire qu'elle sera l'ensemble des devoirs et obligations imposés à des professionnels dans l'exercice de leur profession. Le barreau du Québec représente votre profession.
Le droit s'inscrit également dans ce courant qu'est le déontologisme, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des circonstances, des cas concrets, du calcul des conséquences positives et négatives, mais s'appuie plutôt sur un ensemble de lois et réglementations qui ont été établies par les autorités légitimes d'une société, des lois et réglementations qui s'appuient sur la raison, qui ont une prétention à une certaine universalisation, qui sont généralisables. Les exemples, vous les connaissez bien, sinon vous les apprendrez bientôt, parfois par cœur. Le code civil, le code criminel, le code des professions, le code du bâtiment, etc. Vous en connaissez plusieurs et vous en verrez plusieurs exemples. Rappelons-le, le droit découle de ce seul courant qu'est le déontologisme. Il comporte donc quelques-unes des limites propres à ce courant de pensée. Il ne tient pas compte des circonstances, du contexte, d'un cas particulier et s'appuie plutôt sur de grandes règles qui s'appuient sur la raison et qui sont généralisables, universalisables. Lorsqu'on affirme que la morale et l'éthique dépassent le droit, c'est qu'on présuppose que le jugement par rapport au bien et au mal doit tenir compte de ces circonstances, ce contexte, ces cas particuliers. Et donc le conséquentialisme s'inscrit en complémentarité avec ce déontologisme. Difficile, par exemple, de juger moralement les soldats du Troisième Reich qui, rappelons-le, écoutaient les ordres, respectaient les lois à la lettre de leur pays. Et pourtant, vous admettrez que les gestes posés à l'époque sont aujourd'hui hautement blâmables. Quelques mots sur un troisième courant de pensée, un courant que nous n'aborderons pas en détail, mais un courant néanmoins que vous retrouverez dans n'importe quel traité en philosophie morale. Il s'agit de l'éthique de la vertu. L'éthique de la vertu se distingue du conséquentialisme et du déontologisme, en ce sens qu'il ne juge plus l'action, on ne jugera plus si l'action est bonne ou mauvaise, mais ce sera plutôt la personne qui sera jugée, c'est-à-dire que cette personne sera bonne ou mauvaise. Comment savoir si cette personne est bonne ou mauvaise, ou comment faire pour devenir une bonne personne ou une mauvaise personne? Ici, on insistera plutôt sur l'importance de traits caractéristiques d'une personne que l'on nomme les vertus. Vous trouverez plus loin dans cette présentation quelques exemples de vertus promues en éthique de la vertu. Voilà. Évidemment, c'est une introduction à ce rapport parfois conflictuel, parfois heureux, entre droit et éthique. Nous avons abordé quelques notions liminaires, un vocabulaire, d'abord quelques termes comme morale, éthique, qui ont d'abord un sens commun, mais qui se sont distingués progressivement. Nous avons fait les distinctions d'usage. Déontologie, déontologisme, qui s'oppose notamment au courant qu'est le conséquentialisme, avec chacun leurs forces et leurs limites. Nous avons dit quelques mots sur l'éthique de la vertu, un troisième courant que nous n'avons pas abordé dans le détail. L'idée ici était de sortir du droit pour vous permettre de mieux le comprendre. Vous avez vu que le droit s'inscrivait dans un courant en philosophie morale qui est celui du déontologisme. Ce courant a évidemment des forces, des assises importantes, s'appuie sur des grandes règles universalisables, généralisables, qui s'appuient sur la raison. Mais ce système et ce courant a certaines limites et nous avons tenté de bien relever certaines de ces limites.
La question la plus fondamentale dans votre discipline n'est pas l'application du droit, mais la définition du droit. Qu'est-ce que le droit? Quels sont les rapports entre le droit et l'éthique? Comment servir le bien? Qu'est-ce qu'un bon avocat? Voilà autant de questions que vous allez tenter de répondre dans l'exercice de votre profession. Mon nom est Jean-François Sénéchal et je vous souhaite la plus heureuse des vies dans l'exercice de votre profession.